qu'on se souvienne maintenant de ces Allemands qui ont en quelque sorte inventé la Grèce. Et du plus célèbre d'entre eux, Winckelmann. Winckelmann was largely attracted to Greek art because of the statues of athletes, because of the physical ideal beauty of males. His homoerotic relationship, his passionate relationship to the athletic ideals of ancient Greece are in a sense, the founding moment for modern classics. And yet we never pay any attention to those erotic elements in Greek culture and in some respects in our attraction to it. It's one of the most difficult areas to talk about because it involves some of ourselves and our love and passion for ancient Greek. And also sapphic eroticism, which is one of the things we mean by the word Greek. Greek love, Greek eroticism is a paradigm for us, but it's something about which we are very hypocritical. Hypocritical meaning we are actors. We put on a Greek mask, a kind of a special face when we're talking about ancient Greece, and don't let the twinkle in our eyes sort of show through as much as is really there. Pour les Grecs, la sexualité n'est pas quelque chose de mauvais ou de mal en soi. Si on peut dire que dans la littérature des pères de l'Église, ce qui est refusé, stigmatisé, c'est le plaisir en tant que tel. C'est le fait de, effectivement, de chercher de la jouissance et d'être bien et d'investir son corps dans une recherche de plaisir. C'est ça qui est mauvais. Il ne faut pas jouir d'une certaine façon, disent les pères de l'Église, ou en tout cas, il ne faut pas jouir avec son corps et sur le plan humain. Il faut réserver ça à la contemplation et à Dieu. Je pense que les Grecs disent autre chose, qui est attention au désir. Pourquoi? Parce que le désir est infini. Le désir est un leurre. Le désir est engendré par lui-même tout le temps. Donc, il y a une sorte de jugement très intellectuel sur la vanité du désir, mais qui est un jugement moral au sens où on suppose un sujet responsable de sa vie et qui fait des choix dans sa vie. Chez les pères de l'Église, il y a dans la fureur, en effet, contre le désir, une sorte d'hypervalorisation, parce que on peut dire par exemple en effet que le désir est partout et que pour se défendre du désir, il faut en effet comme fermer partout son corps, parce que tous les orifices du corps sont des entrées pour le désir, et donc le corps doit être comme un de ces bateaux qui sont parfaitement étanches. Tandis que les Grecs pensent le désir comme quelque chose qui déçoit fondamentalement, qui déçoit, qu'on peut maîtriser, avec qui il faut entrer dans une sorte de dialogue. Eros, c'est les vents, n'est-ce pas? C'est ce qui fait tout, d'une certaine façon. C'est l'atmosphère, c'est où nous sommes. Parce que le vent fait tout. Le vent, c'est le fils du changement de température, disons, de l'air, n'est-ce pas? Et ça monte, ça s'échauffe, ça descend, et ça porte tout partout. Ça circule. Et porte tout. C'est vrai, mais c'est vrai qu'en effet, chez Aristophane, il y a un rapport entre cet Eros et puis le vent, il bat les ailes. Et il y a le fait que ce jeune Eros, son règne, son action, implique qu'il y a une division des sexes. Aristophane explique que Eros existe parce qu'autrefois les hommes primordiaux étaient faits avec 8 membres. Ils avaient 4 bras, 4 jambes, et ils étaient faits de double corps avec les 2 sexes à la fois. Et que donc l'être était complet, et que c'était une boule qui n'avait besoin de personne. Et puis qu'ils ont été divisés en 2, et c'est la division des sexes, et que depuis ce moment-là, eh bien, la moitié de l'un cherche la moitié de l'autre. Donc ceux qui sont homosexuels sont ceux qui cherchent l'autre moitié masculine du corps qu'ils formaient. Les femmes qui sont homosexuelles cherchent l'autre moitié féminine du corps qu'elles formaient. Et les hétérosexuels sont ceux qui faisaient partie d'un corps androgyne, en effet, et hermaphrodite.
Et donc, c'est une façon d'expliquer le désir par la nostalgie, d'une certaine façon. De penser sa force, sa nécessité et en même temps son arbitraire. Greek sexuality is very different in its main structures from our own. For us, I think the problematization of sexuality is universal. There's no area of sexual activity which is not in some sense problematized. It's not made, as Foucault would say, to serve the ends, the purposes of society. And in the Greek world, the full development of the problematization of sexuality seems to have occurred only in relation to homosexuality. The homosexual world was a world very different from our own, a world not devoted to principles of free love, free choice, the ability to choose one's own form of sexuality, but to the rituals of transition from adolescence to manhood, rites of passage. C'est vrai que l'homosexualité, la relation entre hommes, est un très bon modèle de la relation qui permet à un jeune homme de s'initier à la philosophie. Ce n'est pas la relation hétérosexuelle, c'est la relation homosexuelle. Mais il faut passer par le corps pour s'en détourner. Et le discours platonicien est un discours où la fascination très claire de la beauté masculine, de la beauté des jeunes adolescents, qui ne peut pas ne pas toucher ces hommes mûrs qui ont affaire avec eux et qui leur parlent et qui ont une relation toujours d'éducation, d'initiation. Cette fascination, Platon la met en scène avec beaucoup de tendresse et une très grande sensualité à certains moments. Mais en même temps, le discours finit toujours par répéter que le corps est peut-être un degré. Il faut passer par la beauté du corps, il faut passer par la reconnaissance de la beauté du corps, mais il faut aller plus loin. Et c'est l'âme, et c'est la beauté de l'âme qui doit être l'objet, en effet, du désir masculin. Mais c'est vrai que la philosophie, effectivement, c'est bien un amour pour le savoir, et cet amour trouve son amorce dans le désir physique et dans l'amour. It therefore involved verbalization in literary form, in poetry. And what is particularly remarkable, I think, about this poetry, about the range of its vocabulary, the range of its attitudes, is that the Greeks had created all those responses of frustrated sexuality, of all those forms of problematization of sexuality, which we associate with romantic love. For the Greek world, romantic love was homosexual love. Heterosexual love is something that exists in heterosexual activity, say not love, because heterosexual love didn't exist. Heterosexual sexual activity existed within the symposium, within the drinking group, as a question concerning the girls who were brought in, the female companions who were brought in as accompaniment to drinking. And these heterae, these female companions, are mentioned often in the poetry of the period, but the interesting thing seems to me to be that whereas the love poems addressed to men are addressed to real men, men who are your social equal and who belong within your own group, the poems addressed to women are addressed generically to a class of women, the Thracian girl, the Scythian lady, and so on. And they express always not desire and pursuit of the beloved, but the satisfaction of conquest. They concern girls who have no right to protest, who are immediately available. And
whose skills are enjoyed, one might say, purely as gymnastic skills, without any deeper commitment. Or it existed in relation to the family, in which case it was normal to marry one's nearest cousin, and the relationship was a relationship of the sharing of property and the transmission of property to the next generation. En tout cas, les femmes sont censées naturellement désirer des enfants. Et ce désir, Platon en fait une sorte de folie de l'utérus qui, s'il n'a pas d'enfant, se met à courir partout dans le corps. Et c'est là, d'une certaine façon, la théorie de l'hystérie, selon les médecins, selon Hippocrate. Et donc, une femme qui n'a pas d'enfant verra son corps comme ça, parcouru de tous les côtés par cet organe intérieur qui est pensé presque comme un animal, comme quelque chose qui est doué de mouvement, et qui s'en va en haut, en bas, et se fixe à différents endroits du corps, et donc produit des malaises différents. Les Grecs n'ont pas une notion anatomique de la virginité, mais malgré ça, la parthénos n'est pas simplement une jeune fille non mariée, mais elle a un corps, et ce corps est marqué par la clôture, je crois, une clôture qui est simplement l'état de fait de l'intégrité et l'état de fait d'un sexe qui est fermé sur lui-même, mais qui n'est pas scellé, ce qui signifie que les Grecs ignorent toute cette extrême valorisation, investissement significatif de la déchirure, du sang, de la tache, et surtout l'idée que perdre la virginité, perdre la parthénie correspond à une sorte de cassure irréparable de quelque chose de concret. Mais dans une société comme la société athénienne, qui a des institutions, bien sûr, et par exemple l'éphébie pour les jeunes garçons, qui est une sorte de service militaire, entre guillemets, beaucoup de guillemets, parce qu'il s'agit plutôt d'une sorte d'apprentissage de la sauvagerie et de la marginalité pour mieux être intégré dans le social. Et d'autre part, pour les jeunes filles, il n'y a pas quelque chose d'analogue, mais il y a tout simplement une sorte de destination qui se prépare petit à petit dans l'éducation vers le mariage. Et donc, vers quoi comme comportement qui soit vraiment féminin? Le silence, pour commencer. Une femme ne parle pas. Et on peut voir cela en connexion justement à cette valeur de la continence qui désigne pour les Grecs en même temps la continence sexuelle, et nous revenons à cette image de sexe fermé ou ouvert, et la continence de la parole. Et en effet, le fait que la chasteté a deux lieux d'élection qui sont à la fois le sexe et la bouche. Donc, silence pour les femmes doivent parler avec leur mari et par leur mari, comme dit Plutarque. Et bien sûr, honnêteté, chasteté sexuelle, sauf Freusunet. Il y a des textes que tout le monde connaît, même trop bien, qui d'une certaine façon théorisent comme parfaitement normal qu'un homme ait publiquement à peu près 3 femmes. Mais nulle part il n'est dit qu'une femme ait les mêmes droits. Elle a le droit d'avoir 3 hommes pour elle. Mais c'est tout simplement que les femmes se trouvent dans une position au départ très différente. C'est-à-dire qu'en principe, une femme devrait avoir un mari et puis c'est tout. Et donc, tout ce qui se fait à côté ne peut se faire que d'une façon clandestine. D'où la nature féminine est mensongère. We revolt against reading Aristotle's description of family relations in terms of politics when he says that the husband and the wife and the children and slaves are related as political systems are, that the father is related to the slaves as an absolute tyrant. He gives commands and they must carry them out. The father is related to children as a benevolent king. Benevolent, but nonetheless, he gives commands and they must be carried out. Then he says that the husband is related to a wife, and there he says something very peculiar. He's related as members of a democracy, but just as in a democracy, certain citizens are picked out for an biannual election to be temporarily the leaders of other citizens with whom they are theoretically equal.
so too a husband is related to a wife in the same way, except that it's permanent. Les femmes n'ont pas une part dans la vie politique. Et cela est très important dans une société démocratique pour laquelle participer aux assemblées, par exemple, est ce qui désigne le statut de citoyen. Donc les femmes n'ont pas une pratique de citoyenne et cela correspond à une donnée juridique qui est que les femmes ne sont jamais majeures d'une certaine façon. Une femme est toujours une mineure. Cela signifie que, par exemple, dans un procès, une femme doit toujours se faire représenter par un tuteur, par quelqu'un qui est responsable d'elle, comme un enfant. Un enfant, un jeune jusqu'à 18 ans, est dans cette situation, seulement que 18 ans pour un mâle. Effectivement, il y a ce passage à l'âge adulte, et donc à la pleine possession de ses droits, et la maîtrise de soi, et pour une femme, cela n'arrive jamais. Je ne sais pas l'exactitude des choses et comment elles devaient se passer. Mais l'écho qu'on a, il est un peu... Enfin, pour quelqu'un, en tout cas, qui serait féministe, ou qui serait tout simplement... Quelle était la condition de la femme? Ça a l'air d'être pas terrible, en fait, d'être assez machiste, assez dur, assez... Alors moi, déjà j'ai souffert un tout petit peu de ça dans la Grèce moderne. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je ne veux pas vivre en Grèce. Parce que je vais être très dure peut-être pour les Grecs, mais je dirais aussi, quand il dit « L'étis s'offre des tyrans », et quand on s'offre des tyrans comme ça tout au long de l'histoire très fréquemment, c'est aussi parce que quelque part, on porte beaucoup des petits dictateurs en nous. Your wife, Katina Paxton, has never directed, has she? So far as I know. No, she never did. Don't you forget that she's a woman, of course, and an actress rather prefers to be directed than directing. Like in life, they're very much, women, they very much prefer to be directed than be directing. Don't you think so? I'm rather conservative on this point. I find it's very difficult to talk about feminism with regard to the Greeks, who didn't have any concept of feminism, and to impose this on them. And when we look at Greek tragedy, which is dealing so much with women and with prominent women, I always wonder to what extent we're dealing with myth and archetypes in myth and, yes, concerns of the society, but maybe concerns that weren't explicit or overt and had to be presented in other forms, such as myth. As you say, there was no women's movement in ancient Greece, but you can't even say women's movement in ancient Greece. The nearest you can get to it is some phrase like stasis ton gunaikon, which would be a standoff of the wives, not of women in general, and that is just what is represented in Aristophanes' Lysistrata. The wives of Athenian citizens, not the slave women and not the wives of resident aliens, but just the wives of citizens, have a standoff, a strike. They separate themselves from the men to make a statement. And that statement don't you think, contains more proto-feminist sort of oomph than virtually any other text we can find in the ancient world. It says, basically, darn it, men have treated us so badly, and look at what women's lives are really like. C'est un petit peu l'impression qu'on pourrait avoir en lisant Xénophon, où finalement il donne une sorte de manuel de savoir-vivre pour la femme moyenne à Athènes, où ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la femme respectable reste à la maison, au gynécée, ne sort pas, des activités purement intérieures. On peut quand même dire qu'à travers les images, on voit que ces femmes faisaient de la musique, lisaient, écrivaient. Probablement, elles pouvaient aussi faire de la gymnastique. On sait qu'à Sparte, c'était le cas. À Athènes, on n'a pas d'évidence, à part les vases, qui montrent quand même des femmes dans un contexte gymnique, avec un grand bassin pour faire ses ablutions après les exercices gymniques. Donc, vraisemblablement, il y avait des jours où la palestre était réservée aux femmes. Et ce qui ne correspond d'ailleurs pas du tout à ce que disent les textes.
Par exemple, dans le banquet, il n'y a pas de femmes. Il peut y avoir des flûtistes, en effet, il peut y avoir des étahirs, justement. Il y a d'ailleurs une différence en Grèce entre la prostituée même et l'étahir. L'étahir est quand même un petit peu comme la geisha japonaise, en fait, qui est une femme normalement relativement cultivée, qui permet d'avoir des échanges et qui n'est pas simplement une prostituée. Et je crois que parmi les étahirs, il y a quand même un certain nombre de gens qui ont laissé des traces au niveau des inscriptions ou au niveau des gens, finalement. Elles avaient un rôle social dans l'Athènes du 5e siècle qui était assez important. Il n'est pas très connu. Le problème sur les images, c'est que très souvent, dès qu'on voit une femme qui n'est pas dans un contexte de gynécée, on dit tout de suite c'est une étahir. C'est très difficile de prouver le contraire, comme c'est très difficile de prouver que c'est vrai. Moi, je serais plutôt encline à penser que ça ferait beaucoup d'étahirs. If you ask me about my feelings about the lack of women and of love for women in the symposium, I was disappointed about it, but I succeeded so well in overcoming that disappointment that I can't even remember it. No, I don't think women were as unimportant as that. On a une stèle d'une femme médecin, ce qui n'est pas évident quand même à l'époque. Et c'est pas simplement une sage-femme, c'est un médecin. Alors, savoir si elle a étudié la médecine au même titre que d'autres, c'est difficile à le dire. Mais en tout cas, elle a pratiqué la médecine. On sait que certaines femmes avaient des fortunes assez importantes quand même, en leur nom propre, à Athènes aussi. Donc, je crois que c'est difficile d'imaginer que toute cette société de femmes soit complètement réduite à presque néant. One should never forget, for instance, that the Greeks, the male Greeks, were brought up among women exclusively, and they were the tyrants of the oikos and the absolute rulers. Il semble quand même que la femme athénienne, dans le cadre de sa maison, était toute puissante. Un petit peu, en fait, comme les femmes arabes, au fond. Si elles n'ont peut-être pas le droit de sortir, mais une fois qu'elles sont chez elles, c'est elles qui commandent. Et souvent qui commandent à leur mari aussi. C'est un matriarcat peut-être caché, comme ça, un peu à l'intérieur de la maison, mais c'est cher payé quand même, je veux dire. C'est cher payé. Moi, ça m'a jamais très fort excité, le fait de me dire qu'on est la reine de la maison. Et puis en dehors, il faut... The least I can say is that I wouldn't have wished to live. Drôle de gens que ces Grecs, démocrates et phallocrates, petits dictateurs de la femme, mais tout d'un coup éperdus et désarmés lorsque, avec Lysistrata, elle fait la grève de l'amour. Philosophes toujours prêts à sauver les âmes pourvu que les corps qui les abritent soient désirables, et dont les sculpteurs nous ont laissé les plus vertigineuses empreintes de la féminité, et dont les dramaturges nous ont laissé les plus forts caractères de femmes jamais écrits. Alors, pour ne pas être injuste devant cette relation ambiguë de l'homme grec et de la femme, il est temps de lever le rideau sur le monde où cette relation se transporte à la hauteur qu'elle mérite, celui de la tragédie.